Comment ça? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau format que je voulais faire depuis déjà le début de la création de cette chaîne finalement. Et c'est pour aujourd'hui. Je vais tout simplement vous parler de l'étrange armée de terre cuite retrouvée enterrée en Chine. La première découverte a commencé en 1974 à l'est de Xi'an, une ville en Chine. Ce sont des paysans qui, après avoir foré un puits, trouvèrent des éléments de ces statues. Cela commença par des petites pointes de flèches en bronze, puis des briques de terre cuite. C'est intéressant d'ailleurs. Les pointes de flèches étaient vendues pour 2 yuan à la livre. Pour vous donner une idée, 2 yuan aujourd'hui représentent à peu près 25 centimes. C'est très peu. Et les briques de terre cuite étaient utilisées pour en faire des coussins. Oui, oui, finalement, après avoir signalé leur trouvaille aux archéologues, c'est une immense armée de statues en terre cuite qui a été retrouvée, enterrée depuis des milliers d'années. Et en 2007, les archéologues qui fouillent le site ont estimé que l'armée contient plus de 8000 soldats. À cela, vous pouvez évidemment ajouter 130 chars tirés par 520 chevaux et 150 chevaux montés par des cavaliers. Cela est colossal. C'est une découverte incroyable qu'ils ont pu faire. Cependant, d'où viennent ces statues et pourquoi étaient-elles enterrées ici? Alors, pour mieux comprendre cette histoire, il va falloir retourner au 3e siècle avant Jésus-Christ, plus précisément en Chine. Nous sommes en 259 avant Jésus-Christ. Notre protagoniste vient de naître à Han, dans le royaume de Zhao. Il s'agit de la terre natale de sa mère. Cette personne est le fils du prince Yiren, lui-même petit-fils secondaire du roi Zhaoqiang de Jin. Notre protagoniste s'agit du futur roi de Jin, portant le nom de Yingzheng. Alors, certainement que si vous ne vous êtes pas renseigné sur l'histoire de Chine, vous devriez être un petit peu perdu avec ces noms de royaumes. Laissez-moi vous expliquer. À cette époque, la Chine n'était pas unifiée et était séparée en 7 grands royaumes. Il y avait le royaume de Yian, le royaume de Qin, le royaume de Zhou, celui de Han, de Wei, Zhao
la souveraineté en général. Vous devriez savoir que c'est une lutte pour le pouvoir qui ne s'arrête jamais. Malheureusement, notre histoire ne fait pas exception à la règle et beaucoup d'intrigues menacent la stabilité du trône, dont des tentatives d'assassinat sur notre jeune roi. Finalement, il finit par survivre à tout ça et à assumer pleinement ses fonctions de roi à l'âge de 21 ans, lors de la mort de Liu Buwei. Il est donc officiellement roi de Jin. Nous faisons un petit saut dans le temps. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de 7 royaumes. Bon, nous sommes actuellement en 221 avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'année de l'unification de la Chine sous la dynastie des Jin. Yingzheng, qui était roi de Jin, change de nom pour Qin Shi Huang. Il devient ainsi le tout premier empereur de Chine. Là, je n'ai pas forcément parlé de comment régnait cet empereur, et il y a une anecdote qui, à mon goût, résume bien comment il était. Cette anecdote est racontée par l'historien Sima Qian, qui est tout simplement le premier à avoir tenté de décrire l'histoire de la Chine depuis sa création. Juste ça. Sima Qian a donc dit: la 36e année, il y eut une étoile filante qui tomba dans la commanderie de Dong. Arrivée à terre, c'était une pierre. Quelqu'un du peuple grava sur cette pierre ces mots: à la mort de Shi Huangdi, le territoire se divisera. Shi Huang l'apprit et envoya les enquêteurs royaux instruire l'affaire. Personne ne voit. Il arrêta toutes les personnes qui demeuraient dans le voisinage de la pierre et les fit périr. Puis, il détruisit la pierre par le feu. Bref, nous avons une histoire qui n'est pas forcément joyeuse. En effet, tuer une lourde population, car quelqu'un a dit que le territoire se divisera à sa mort. Il faut savoir que Shin Huang était une personne extrêmement apeurée par la mort, à tel point qu'il a mené une quête pour l'immortalité. Bon, comme vous le doutez, après maints échecs, il n'avait toujours pas réussi à devenir immortel, et l'empereur fit appel à une personne. Cette personne lui fabriqua les fameuses perles rouges de cinnamon qui sont assez connues dans l'histoire de Shi Huang. Tout simplement car ces perles rouges de cinnamon sont composées de sulfure de mercure. Alors, petit conseil pour vous, évidemment, si vous cherchez à vivre plus longtemps, ne prenez pas de mercure, c'est une mauvaise idée, ne faites pas ça. Ces perles étaient censées lui donner 6 ans de vie chacune. Aujourd'hui, elles furent très probablement la cause de sa mort en 210 avant Jésus-Christ. Bien, maintenant que cette trop longue introduction était faite et qu'on sait enfin qui était ce personnage, Qin
Jiahuang. On peut enfin en arriver au sujet important. Qu'en est-il de cette armée que je vous ai parlé au début? Eh bien, ce même empereur, ne voulant pas être seul à sa mort, il ordonna tout simplement que toute son armée soit reproduite en terre cuite et enterrée avec lui. Vous pouvez penser ce que vous voulez, en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Vous imaginez bien que ce fut des travaux énormes qui prirent lieu. L'édification de la nécropole a nécessité 36 ans d'ouvrage et une main-d'œuvre de presque 700 000 personnes. Colossal. Toujours d'après l'historien Schmack, les ouvriers ayant préparé le tombeau et assisté à l'enterrement ont été emmurés vivants dans le mausolée à la fin de la cérémonie, afin que les secrets de sa construction ne soient pas divulgués. Dans cette nécropole, donc, qui est relativement grande, on y retrouve 4 fosses principales. Elles sont profondes d'à peu près 7 mètres chacune et sont situées à peu près 1,5 km à l'est du tombeau. C'est effectivement à cet endroit que sont retrouvés plus de 8000 soldats en terre cuite. Les soldats sont positionnés comme pour protéger la tombe. Ils sont face à l'est comme pour indiquer le danger venant de l'est. C'est effectivement la direction dans laquelle se trouvent les royaumes conquis par le premier empereur. La plus grande des fosses est la fosse numéro 1. Alors, faisant 230 mètres de long pour 62 mètres de large, elle est divisée en 11 corridors d'à peu près 3 mètres de large et comporte à elle seule plus de 6000 statues. C'est bien ici où se trouve la plus grande partie de l'armée. À l'époque de leur construction, chacun de ces corridors était recouvert d'un toit en bois soutenu par de grandes poutres et de gros piliers. Les tombes de nobles ont été également conçues de cette manière à la fin de cette construction. L'ensemble devait ressembler au couloir des palais. Une fois achevé, les plafonds en bois étaient recouverts de nattes, de roseaux et de couches d'argile pour assurer leur étanchéité et surélever ensuite en rajoutant de la terre pour au final se retrouver à peu près entre 2 à 3 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est de cette manière que ce chef-d'œuvre a pu être conservé aussi longtemps, car comprenez bien que toutes ces forces, ces statues, le mausolée est là depuis des millénaires, depuis presque 2500 ans finalement. Pour les autres fosses, car nous venons de parler de la 1, on y retrouve dans la numéro 2 des cavaliers, des fantassins et des chars de guerre. L'ensemble devait représenter plutôt une garde, là où la fosse numéro 3 représente le quartier général de
des officiers de haut rang, ainsi qu'un char de guerre. Enfin, et malheureusement, disons, on y retrouve dans la fosse numéro 4 absolument rien. La fosse est vide. Alors, on se doute que ces travaux ont très certainement été interrompus par la mort subite de Jinchiro. Dites-vous bien que les détails sont hallucinants. Toutes les statues de Terracude, c'est-à-dire plus de 8000 soldats, pour dire, ont été fabriqués à grandeur nature. Leur taille, leur uniforme et leur coupe de cheveux changent en fonction de leur rang au sein de l'armée, et chaque visage est différent. Alors, pour les visages, les chercheurs ont quand même fini par identifier 10 visages types qui ont été utilisés avec des variantes, mais je l'expliquerai juste après. Ce sont des artistes locaux ainsi que des ouvriers du gouvernement qui ont construit cette armée. Il faut savoir que les têtes, les bras, jambes et torses étaient tous fabriqués séparément. Chaque partie était ensuite cuite, puis assemblée et ensuite scellée dans les différentes phases en fonction de leur rang et de leur poste. Les têtes, quant à elles, ont été créées en utilisant des moules spécifiques, donc la dizaine de moules à peu près. Ensuite, de la terre éclaise a été ajoutée à certains endroits pour les personnaliser, disons, et donner l'impression que chacun d'entre eux est unique. Cela fait quand même de ce processus de création de ces statues une forme primitive de chaîne d'assemblage avec des morceaux précis fabriqués dans des ateliers distincts. Je vous rappelle que nous sommes toujours 3 siècles avant Jésus-Christ et nous parlons de chaîne d'assemblage. C'est d'ailleurs ce système qui a grandement aidé le travail des historiens modernes en leur indiquant quel atelier était réquisitionné pour faire des tuiles et autres éléments ordinaires de l'armée de Terracude. Dites-vous bien que les statues étaient même peintes de couleurs vives, comme vous pouvez le voir sur cette reconstitution. Ces couleurs étaient recouvertes d'une couche de laque protectrice et des détails spécifiques avaient été rajoutés à chaque visage pour rendre chaque statue la plus réaliste possible. Mais malheureusement, avec le temps, les destructions et les premières fouilles, les couleurs ont presque entièrement disparu et les traces restantes ont perdu leur éclat originel. Cependant, il faut savoir que cette armée de Tercuit n'est un seul petit élément d'une immense nécropole. Pour vous dire, cette nécropole est estimée à 98 km². C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Aujourd'hui, le mausolée de l'empereur Qin
cela vous a donné envie de vous renseigner sur l'histoire de la Chine. Et merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine fois.